Il y a quelques mois, j'ai récupéré des centaines de livres papier que j'ai achetés dans ma première vie en France. Ce sont des livres que j'ai achetés en librairie, à la FNAC, et il y avait de la littérature générale, de la fantasy, du thriller, de la science-fiction, des mémoires, des biographies, et ce qui n'avait pas, c'est de la romance. Ou alors ce n'était pas vendu en tant que romance parce que dans les années 2000, le mot romance, on appelait ça romance santé mentale, littérature santé mentale, de la littérature à l'eau de rose, c'était quelque chose de honteux, on ne vendait pas ça en librairie, on vendait ça dans les gares, dans les aéroports, dans les supermarchés. Et du coup, dans tous les livres que j'avais récupérés, j'ai récupéré un carton. Avec tout plein d'arlequins que j'ai acheté justement dans les gares, les aéroports, surtout que quand j'étais à Montpellier, à un moment j'ai vécu dans le quartier de la gare, ça veut dire que je devais traverser la gare de Montpellier-Saint-Roch avant qu'elle s'appelle Saint-Roch, parce que je suis vintage comme ça, pour aller à la fac. Donc je traversais la gare 2 fois par jour et forcément il y avait un relais en haut, en bas il y avait un relais en haut, donc il y avait 2 fois plus de chances d'acheter des harlequins. Et du coup je vais faire un tri, je vais regarder ce que j'avais acheté à l'époque. Et je ne compte pas tout garder, mais même si je ne veux pas avoir de librairie physique, ça ne m'intéresse pas, je veux quand même garder 1 ou 2 livres qui ont marqué ma carrière de romancière, qui ont marqué ma carrière d'autrice de romance et qui m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Et j'ai déjà vu un titre ou 2 qui m'ont marqué d'une façon ou d'une autre. Et juste pour avoir un petit kit des essentiels pour amatrice de romance vintage comme moi, parce que ça fait plus de 30 ans que je lis de la romance. Et c'est quelque chose. L'évolution des mœurs, l'évolution de la société, l'évolution même de la romance, l'évolution de l'acceptation, c'est un pas de géant du genre l'autre est parti sur la lune, nous on est sur la planète romance, mais on fait pour. Donc il y avait une collection Rouge Passion. Il n'y a pas assez de Rouge Passion dans mon carton, ça veut dire que ce n'était pas ma collection préférée. Donc pas d'autre que lui, mais oui en même temps. Hein. Rouge Passion, c'est L'homme qui fuit l'amour. Oh, peu cher. Une famille inespérée. C'est bizarre parce qu'avec un titre pareil, avec une couverture pareille, j'aurais mis ça dans la collection Horizon et vous allez voir pourquoi. Ça, c'est La princesse du manoir. C'est un j'ai lu. J'ai lu dans Aventure et Passion. Ouais, celui-là, je ne me souviens pas du tout. Je me souviens d'un j'ai lu en particulier, mais qui était un western, je crois. Mais pas celui-là. Il y a une princesse. Principauté. Ouais, non. Il y avait Le feu du souvenir. Diagnostic séducteur. Et ben, en fait, le truc, c'est que avec Harlequin, on est passé de l'illustration à la photo, mais on avait quand même du genre, les photos étaient toujours un peu osées, mais par contre, c'était encore de l'illustration, du genre, et je crois ils étaient en train de faire la transition entre l'ancien temps et le nouveau temps, mais voilà, ça faisait ça. Et ce que je vois là, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de rouge de mon côté parce que ce que j'aimais, ma collection préférée, c'était la collection Horizon. Vous allez voir, il y a des bébés. 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 Et je sais, et c'est un truc très étrange, en tout cas pour moi, parce que je sais qu'il y a énormément de lectrices de romance et d'autrices de romance qui détestent tout trope qui entoure les enfants, qui entoure les grossesses, etc. Mais la collection Horizon, c'est une collection bébé câlin. C'est une collection qui parle de grossesse surprise, de bébé surprise, de famille instantanée, etc. Et ce sont parmi mes tropes préférés. Donc, pour l'amour d'un bébé,
un amour de bébé, un papa à l'épreuve, un beau rêve. C'est pour ça que tout à l'heure, l'autre côté, une famille inespérée en rouge passion, ça m'avait l'air un peu bizarre. Un admirateur secret. Ça, c'est la collection Azur. Je ne me souviens pas de quoi ça traite les collections Azur. J'ai l'impression que c'est avec les milliardaires. Et il y a des émouvantes retrouvailles. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce livre. Parce qu'il y avait des bébés. Princesse de cœur avec un bébé. Un prince merveilleux. Elle est enceinte. Tendre papa. Il y a des bébés. Horizon. Le prince de l'amour. Ben, il n'y a pas des bébés, apparemment. Mais c'est du royal. Un bébé pour Noël. Une épouse parfaite, mariage sous contrat. Ça, c'est un de mes autres tropes préférés, les mariages arrangés, les mariages forcés. Donc, ça fait sens. Ça, le vintage de vintage. Bleu comme l'aurore, 1986. Regardez-moi cette relique. Il est en bonne condition. Les historiques, la maîtresse du barbare. En fait, j'achetais très peu d'historiques chez Harlequin. Vintage. Tendre mascarade. Ça, c'est quelle année? C'était encore en francs. 90. Un heureux papa. Fille de la brume. Ça, c'était quelle année? « 79, ce truc-là. Vintage. Miss Crusoe, père avant tout, toujours les bébés. Une famille providentielle, il y a des bébés. Des soupirs en sourire. Le vintage encore. C'est quelle année? 79. Et là, c'était un duo. C'était un historique et un azur. Je sais pas exactement le pourquoi du comment, le pourquoi. Ouais. Je suis pas convaincue. L'homme de Malte. Avec un bébé. Fiançailles d'un jour, un amour sans partage. Ouais, je crois que la collection Azur, et pardon si je me gratte le nez, c'est que ancienne asthmatique que je suis légèrement, allergique à la poussière et ça fait 20 ans que ce truc attend. Hein. Secret et scandale dans la haute société de Sydney. Et ça, je sais pourquoi j'ai acheté. Parce que quand je suis arrivée d'Afrique du Sud, où j'ai passé mon bac, et je suis arrivée en France, j'avais une fixation pour l'Australie. J'avais vraiment envie d'aller en Australie. Et donc, tout ce qu'il y avait Australie, Sydney dedans, j'achetais. Donc, j'ai acheté des romans littérature générale historique qui se passait en Australie. J'ai acheté des biographies, des mémoires qui se passaient en Australie. Et j'ai acheté des harlequins qui se passaient en Australie. Ça, c'est un duo aussi. C'est un Idylle au château, le plus beau des mariages. Enfin, toujours les mariages arrangés. Des retrouvailles inespérées. Un playboy à conquérir. Du genre, il y a même la carte de l'Australie. Fiancé à un autre, 3 gentlemen écossais, ben, il y avait du mariage, ben, il y avait un autre écossais, un coup de foudre inattendu, les azurs, c'était très one note quand même. Retour des horizons. Une si belle rencontre, ils ont testé des choses, j'ai l'impression. 2 cœurs en partage. L'ombre du souvenir. Il y avait encore en franc français le truc. Hein. Retrouvailles à destinée. Une merveilleuse destinée.
Gentleman célibataire. Ben, il n'y avait pas que les bébés, mais je préférais surtout les bébés. Je préférais surtout les bébés. Quand c'était même pas dans la bonne collection. Un si tendre ennemi, un cadeau de la vie. Je me souviens de cette couverture. Un bébé en héritage. J'ai presque envie de relire rien que les trucs avec les bébés. Parce que j'ai une fixette. Un amour retrouvé. Une généreuse proposition. Il y a un bébé. Un célibataire à marier. Une fiancée idéale. Ouais. Je ne suis pas convaincue par les mariages, hein, quand même. Un diamant pour Ève. Leçon de séduction. Un papa à séduire. Une nuit d'ivresse. Elle est enceinte. Deux cœurs à l'unisson. Elle est enceinte. Bon, les autres. Osef. Une famille pour Noël. Le bébé surprise. SOS père en détresse. Gentleman célibataire et papa. Ça commence à faire beaucoup quand même avec les bébés. Le papa idéal. Un champion irrésistible. Cette couverture me dit quelque chose, mais là tout de suite je vois pas. L'amour devant soi. Cette couverture aussi me dit quelque chose. Le cadeau du destin. Il y a des enfants. Une fiancée inattendue. Un bonheur inestimable. Elle est enceinte. Un bonheur presque parfait et un mariage les Kings, ça se passe en Australie. Un héritage inattendu, j'imagine qu'il y a un mariage d'intérêt et un mariage de convenance. Donc, il y a tout ça quand même. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus, mais finalement non. Il y a tout ça avec des bébés. Je serais très tentée de les relire juste pour voir, juste pour m'amuser un coup. Et pour le reste, au fait, finalement, je n'ai pas l'impression que j'ai envie de garder des choses de ce tas-là. Peut-être garder les vintage. Celui-là, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai acheté dans les premières semaines que j'ai passées à Montpellier. Il y avait, dans notre premier appartement, c'était à Boutonnet, à côté, presque à côté de l'université. Il y avait une épicerie dans la résidence. Et il y avait un petit coin avec des romances d'occasion, des livres d'occasion. Et je pense que c'est là que j'ai acheté au moins ces 4-là. Pour ne pas dire ces 5-là avec un j'ai lu. Et c'est ce coin de l'épicerie qui m'a inspirée pour ma romance, comme dans une romance où mon héroïne achète des livres d'occasion au mini-marché. Et des gens doivent fouiller dans les livres d'occasion pour avoir accès à ces romances adorées. Il n'y a pas que les Harlequins et les Nous deux et les Aventures et Passions qui m'ont formée en tant que romancière, en tant qu'autrice de romance. Comme je disais, j'ai récupéré des centaines de romans que j'ai achetés dans les années 2000, énormément de littérature générale, énormément de science-fiction, de fantasy, de thriller, d'historique, de mémoire, etc. Mais il y avait quelques livres qui étaient vendus en librairie parce que
il n'était pas vendu comme de la romance, comme du roman sentimental. C'était casé dans la littérature générale, du genre un peu borderline. Et ces livres vont faire partie de mon kit de la lectrice de romance vintage. Et avant qu'il y ait un accident, je vais poser ça de ce côté. Et voici quelques titres que j'ai mis de côté pendant mon grand tri. Danielle Steel. En fait, le truc, c'est que Danielle Steel, j'ai voulu la découvrir parce que elle est considérée comme la reine de la littérature sentimentale. Parce que back in the day, on ne parlait pas de romance, on parlait de romance sentimentale, de littérature sentimentale. Sauf que, en lisant, et même si je n'avais pas forcément les mots, et j'ai les mots aujourd'hui, j'étais extrêmement déçue parce que je m'attendais à la romance comme Harlequin, mais j'ai lu plutôt du roman féminin. Donc, ça ne parlait pas de construction ou reconstruction d'une relation amoureuse. Il y avait énormément de personnages et tout le monde avait son importance. Donc, aujourd'hui, je me souviens très peu de l'histoire, mais je me souviens parfaitement de la sensation que j'avais en terminant. C'est que ce n'était pas ce que je voulais lire, en fait. Ce n'était pas ce que je cherchais. Je cherchais de la romance. À l'époque, sans savoir que c'était de la romance, parce que ceci, je l'ai acheté et lu en 2001. C'était en 2001. Donc, à l'époque, je n'avais pas encore le nom romance en tête. Je n'étais pas consciente. J'étais consciente de ce que j'aimais lire, mais j'étais pas consciente que c'était un genre. Et j'étais extrêmement déçue de l'avoir lu. Et je me suis dit, bah non, c'est pas ça. Et du coup, après avoir lu Danielle Steel, je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre les Harlequins parce que là, au moins, je sais. Mais je garde quand même parce que elle est quand même la reine du roman sentimental. Même si, voilà quoi. Du genre, pour l'instant, je le garde. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'année, elle sera toujours là. Ceci est la double vie de Pénélope B d'Anne-Solange Tardy. C'est de la chiclite. Et j'avais acheté parce que c'était l'époque des blogs. C'était en 2005. Et c'était marqué sur la 4e de couverture, rayon libraire, littérature, public adulte. On ne disait même pas que c'était de la chiclite, parce que c'est de la chiclite. Et en fait, j'ai acheté ceci parce que c'est une blogueuse qui l'a écrite, c'est Anne-Solange Tardy, qui avait le blog Cachemire et Soie. Je ne sais même pas s'il est toujours en vie celui-là. Et j'étais une lectrice et je pense que c'était la première fois que j'avais conscience qu'une blogueuse, j'étais blogueuse à l'époque, qu'une blogueuse pouvait être publiée en France et en français, parce que tout ce que je lisais était des traductions. Et je me suis dit que peut-être qu'il y a une chance, il y a une possibilité. Et la couve est pas mal. 2005 sur nous. Mais je crois que je me souviens à peu près de l'histoire. Mais je garde. Pour le moment, je garde. Marc Lévy. Le premier roman de Marc Lévy. Et si c'était vrai. Marc Lévy, ça fait une quinzaine d'années que je n'ai pas lu ce qu'il a sorti. Donc, je ne sais pas s'il a fait une tournure à la Nicholas Sparks. Je ne sais pas ce qu'il écrit aujourd'hui. Mais Marc Lévy était un auteur de romance. Sauf qu'on ne parlait pas de romance. Et il était vendu en littérature générale, quoi. Donc, et si c'était vrai, et de la romance paranormale. J'avais beaucoup aimé. C'est dédicacé. Ouais. Donc, je garde parce que c'est un des premiers romans. Non seulement une des premières romances en librairie que j'ai lu, mais c'est un des premiers écrivains que j'ai vu en vrai avec Paulo Coelho. Montpellier était très sympa avec moi, très généreux avec moi. Ceci est un des romans qui m'a le plus bouleversée de mon existence, de toute ma vie, et je crois que ça fait 20 ans ou presque que je l'ai lu, et j'en souffre encore, et jamais de la life je vais le relire. Je l'ai acheté en 2007. La dernière vase de Mathilda,
de Tamara McKinley. J'ai raconté que j'étais fascinée par l'Australie quand je suis arrivée en France. J'ai quitté un bout du monde, j'avais envie d'aller dans un autre bout du monde, donc je lisais tout ce qui était possible et imaginable sur l'Australie, que ce soit de la biographie, de l'historique, de la romance, de la romance harlequin, de la littérature générale, peu importe. Et la dernière vase de Matilda, la construction des romans que j'ai lus de Tamara McKinley, c'est qu'il y a une intrigue qui se passe de nos jours, en Australie bien sûr, il y a une intrigue qui se passe qui raconte l'histoire avec un grand H de l'Australie, de la construction de l'Australie. Et donc, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et le truc, c'est que normalement, en romance, quand on pleure toutes les larmes de notre corps, on nous détruit. À la fin, on est supposé nous reconstruire. C'est pour ça qu'on lit de la romance, parce qu'on va souffrir, mais on va nous réconforter à la fin. Avec ce roman, on nous détruit, on nous laisse en ruine. Du genre, il n'y a pas de possibilité de reconstruction quand on termine ce livre. Et donc, ça fait 20 ans, quasiment 20 ans que j'ai lu ce roman et je ne vais pas le relire parce que j'ai trop souffert. Et donc, ce n'est pas du tout une romance. C'est un drame. C'est un drame romantique. On souffre, on pleure, on est brisé en 1000 morceaux. Il n'y a pas moyen de nous reconstruire tout après. Mais je garde ce roman parce que je me suis dit, je veux que les gens ressentent ce même type d'émotion. Pas avec la fin, parce que j'aimerais quand même... En fait, il y a des histoires que j'ai écrites qui ont des fins pareilles, donc... Mais avec la romance, j'aimerais que les gens souffrent avec moi, mais qui sachent quand même qu'à la fin, on va tous s'en sortir, on va s'en sortir. Mais là, on s'en sort pas, et c'est dur. Et si vous êtes OK avec les sad ends, ou avec les fins vraiment... vous pouvez lire. Lisez. Je recommande chaudement le 5 sur 5 coup de cœur. Mais si vous ne jurez que par la romance, passez votre chemin, c'est pas... Mais je le garde, c'est un roman sacré. City Girl, c'est le premier livre de la collection Red Dress Inc., qui était la collection Chic Lit de Harlequin. Et le truc, c'est que j'étais très innocente quand j'ai débarqué avec la Chic Lit, parce que je pensais sincèrement que c'était de la romance. Et en fait, non. La Chic Lit, c'est pas de la romance. Ça ne suit pas les codes de la romance. On peut parler d'amour, mais la relation amoureuse n'est pas le centre du truc. C'est pas l'intrigue principale. Et du coup, quand je suis arrivée à la fin, j'ai fait... c'est pas la fin heureuse à laquelle je m'attendais. Parce que je me suis lancée parce que c'était Harlequin, donc j'ai cru. Mais non, donc la Chic Lit, c'est de la comédie romantique. En fait, la comédie romantique, il y a deux types. Il y a la comédie romantique qui est un sous-genre de la romance. Ça veut dire qu'elle suit les genres de la romance avec la comédie par-dessus. Et il y a la comédie romantique qui est un genre à part entière. Et on peut parler d'amour, etc. Mais on n'a pas forcément la relation amoureuse qui est le centre de l'histoire. Donc, on va suivre les aventures d'une héroïne qui est souvent citadine, donc City Girl, n'est-ce pas? Qui est souvent citadine, Bridget Jones, voilà. Vous avez vu Bridget Jones, c'est l'ancêtre, c'est la Chic Lit originelle. Et du coup, Bridget Jones, vous allez la voir avec les aventures amoureuses, les déboires professionnels, les déboires avec sa confiance, etc., etc. Mais à la fin, on ne sait pas avec qui elle va terminer, on ne sait pas si elle va terminer avec quelqu'un. Ce n'est pas ça l'important, c'est le cheminement qui est important. Et je me suis gourée. Mais je vais quand même garder, du moins pour le moment, parce que c'était le numéro 1. Et que, voilà, c'est donc City Girl de Sarah Mlinovsky. Et depuis Sarah Mlinovsky, elle écrit surtout de la jeunesse. Donc, et
Twilight. Je me suis débarrassée des autres tomes, mais bon, Twilight en français de France, c'est Fascination. Et j'étais une grande fan de Twilight. J'ai découvert juste avant la sortie du film. Donc j'ai lu les 4 tomes dans la même semaine. Et je me souviens parfaitement, j'étais dans les Alpes, j'étais en pleine montagne. Je me faisais livrer tous les jours. Et j'adorais. Et aujourd'hui, certaines choses me font grincer les dents. Et mais je ne renie pas qui j'étais, je ne renie pas ce que j'aimais. Et je suis surtout admirative. Au fait, je garde surtout fascination Twilight parce que on a fait un énorme bond en tant qu'individu, en tant que société. Et les choses qu'on pensait que c'était romantique à l'époque, aujourd'hui on n'accepterait plus autant, plus de la même façon. Donc il y a énormément de choses qui ont changé. Du genre, à l'époque c'était juste une minorité qui montrait qu'il y avait des problèmes et tout le monde était ouais, non mais c'est génial, etc. Vous êtes trop chiant. Sorry. Donc il y a pas mal de choses que je changerais. En fait, que si je devais écrire aujourd'hui, si on devait réécrire, il y a énormément de choses qui devaient changer. Mais j'assume pleinement ce que je lisais, comment je lisais. Et une des choses que je voulais vraiment prendre de Twilight, c'est que les gens trouvent mes histoires aussi addictives, qu'elles aient envie de lire et de continuer à lire et d'aller jusqu'à la fin et un jour d'être adapté à l'écran. Et je me souviens, parce que j'adore les coulisses, et je lisais le blog de Stephenie Meyer, et elle disait que quand elle a découvert les acteurs qui jouaient ces personnages pour la première fois, c'était très bizarre parce qu'elle était à table avec eux. Elle disait, waouh, je suis en train de manger avec mes personnages et je vais vivre ça. Donc je garde Twilight pour le côté émotionnel, pour le côté addictif, pour le côté que j'assume pleinement qui j'étais à l'époque et pour tout ce que je veux encore devenir. Donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de choses dans mon kit de romancière, d'autrice de romance vintage. Peut-être que je vais récupérer quelques-uns. J'ai trouvé ce roman qui est Un rêve bleu pacifique. Celui-là, je le garde, même si la couverture est plutôt coloniale, quoi, quand même, avec les va-et-vient sur le fond. Je garderai quand même parce qu'un rêve bleu pacifique, je me souviens pas du tout de l'histoire, mais le titre, ça fait, je crois que 20 ans que je me souviens de ce titre, que ce titre me vient à l'esprit parce que un rêve bleu pacifique, je trouve ça poétique. Donc pour le moment, je le garde. Je ne sais pas ce que je vais faire avec... En fait, j'aimerais garder les harlequins vintage uniquement parce qu'ils sont vintage. Mais le truc, c'est que... Bleu comme l'aurore. Et le truc, c'est que tout à l'heure, j'ai vu passer la 4e de couve de celui-là, de Soupir en sourire. Et regardez-moi, du genre, la 4e de couve de ce truc. Je préfère les femmes les plus grandes... Ah, pardon. Je préfère les femmes plus grandes et qui sont, disons, plus potelées. Voilà une façon plutôt inattendue d'accueillir sa nouvelle secrétaire. Ça, c'est la première phrase, les gens. Eh bien non, Tammy Dayton n'a pas rêvé. Ce sont bien les paroles de bienvenue de son patron, l'odieux Rick Hayton. Mais elle a pris le risque de quitter l'Angleterre pour travailler dans un pays lointain, l'Australie. C'est peut-être pour ça que je l'ai pris. Pourtant, Tammy ne tardera pas à découvrir que bien des femmes auraient donné cher pour prendre sa place. Non mais, le machisme de cette 4e de couverture. Et je me souviens, je vais garder rien que pour l'histoire. Rien que pour, non pas rien que pour, pas pour l'histoire, rien que pour l'évolution de la société. Laisse voir. Vacances, destin, homme hostile, effrayant. Ils étaient tous hostiles et effrayants, ces hommes-là. Dynamique et séduisant, désir, aventure, canot, bateau. Sûrement pas... Bof, non. Tendre mascarade, paniquer, hein. Et voilà que pour les gens... non. La princesse du manoir, c'est une héritière au trône de Saxe-Wallerstein, Carolia. C'est une principauté, les gens. Avec, ouais, non. J'aime les trucs royaux, mais voilà. Je suis tentée
quand même de lire les romances qui ont vraiment des bébés, juste pour voir à quel point je peux grincer les dents. Donc il y a que ça. Les autres je sais pas, mais j'ai pas envie de découvrir. Mais voilà. Ça fait des mois que ce truc est en train de prendre la poussière qui m'attend pour que je fasse la vidéo et pour que je m'en débarrasse enfin. Donc done. Je sais pas ce que je vais faire avec le reste, mais je vais trouver une boîte à livres quelque part.